Monsieur le Président. Monsieur le Président, mes chers collègues, je veux d'abord vous remercier, Monsieur le Président, ainsi que tous les membres du Bureau et de la Conférence des Présidents, et pour votre décision de tenir cette séance exceptionnelle. Je remercie aussi tous les collègues, nombreux aujourd'hui, et qui ont tenu à assister à cette séance. Je suis particulièrement sensible à la présence de ceux qui ont participé, en des temps déjà éloignés, à la longue lutte pour l'abolition de la peine de mort en France. Et à cet égard, mon fraternel salut va à mon vieil ami Pierre Mauroy, dont j'ai eu le privilège d'être le garde des Sceaux au moment de l'abolition. Nous sommes arrivés ensemble au Sénat, nous partons ensemble aujourd'hui. De tout, qu'il soit remercié. À cette séance de commémoration, je vois plusieurs raisons importantes. La première, c'est en ce qui concerne le Sénat lui-même. Le Sénat a joué, dans l'abolition de la peine de mort en France, un rôle essentiel et complètement ignoré du public et des médias. Pour eux, tout était joué dès le soir du vote de l'abolition à l'Assemblée nationale. Mais la vérité, c'est que c'est le Sénat qui, en votant le 30 septembre 1981, le texte déjà adopté par l'Assemblée nationale, a aboli ce jour-là la peine de mort en France. Ce vote était historique. Historique parce qu'il mettait un terme à la pratique multiséculaire d'une justice de mort en France. Il concluait ce vote à l'honneur de la République 2 siècles de débats passionnés autour de la peine capitale. Je marque que cette décision honore d'autant plus les sénateurs qui l'ont prise que l'opinion publique, on l'a rappelé, était dans une large majorité hostile à l'abolition, selon les sondages, le matin même d'ailleurs, dans un journal de l'opposition, 2 tiers des Français étaient favorables à la peine de mort, 1 tiers seulement à l'abolition. Mais ce qui est moins connu, et pour moi plus significatif à cette époque-là, c'est le nombre des condamnations à mort encore prononcées à cette époque, dans l'année judiciaire 1980-1981, il y a eu 8 condamnations à mort en France. Et même après l'élection de François Mitterrand, le 10 mai 81, jusqu'au mois de juin, très exactement le 25 juin, terme de l'année judiciaire criminelle, 3 condamnations à mort ont été encore prononcées dans les cours d'assises. Ainsi, avant l'ouverture des débats au Sénat, je confesse que je mesurais la difficulté de la tâche. La majorité du Sénat, rappelons-le, était très opposée
à la politique conduite par le président Mitterrand et la majorité de gauche à l'Assemblée nationale. De surcroît, je savais que 2 ans plus tôt, au cours d'un débat dit d'orientation organisé par le garde des Sceaux de l'époque, Alain Peyrefitte, au Sénat, nombreux étaient les orateurs qui s'étaient déclarés favorables au maintien de la peine de mort, compte tenu de l'état de l'opinion publique, et l'on disait volontiers, jusqu'à ce que soit rétabli un climat de sécurité dans notre pays. C'est dire que nous l'aurions encore. Aussi, les médias s'accordaient sur un point, un seul, je dois dire. La tâche, disait-il, ne sera pas facile pour le garde des Sceaux au Sénat. La plupart des augures annonçaient d'importantes retouches qui seraient apportées par le Sénat au texte de l'Assemblée. On parlait volontiers de perpétuité perpétuelle, on évoquait des peines de substitution à la peine de mort, comme si on pouvait substituer quoi que ce soit à un supplice, on l'abolit tout simplement. Et on savait que je refuserais d'accepter tout amendement à ce sujet dans le cadre du débat sur l'abolition de la peine de mort. Pour moi, il ne pouvait s'agir, à ce moment décisif, que d'accomplir le vœu de Victor Hugo, l'abolition pure, simple et définitive. Quant à la nouvelle échelle des peines, c'était dans le cadre de la discussion du nouveau code pénal, auquel déjà je travaillais, mais que le président Hyest a rappelé devait connaître de longs développements, qu'il appartiendrait de la définir. Aussi prévoyait-on le vote par la majorité sénatoriale d'amendements au texte issu de l'Assemblée nationale. Parce que par là, se serait ouvert une navette de longue durée. Je n'ai pas besoin de rappeler que s'agissant d'un débat qui durait depuis 2 siècles, je n'allais pas demander l'urgence. Ce délai de discussion parlementaire, que j'entrevoyais pour l'automne 1981, voire l'hiver 82, je l'avoue, me préoccupait grandement. Parce que je mesurais que pendant cette période, d'autres condamnations à mort pourraient être prononcées par les jurys de cour d'assises. Et je savais très bien que les jurés y seraient d'autant plus enclins que la condamnation resterait symbolique, puisqu'ils étaient sûrs que le président Mitterrand gracierait. Les partisans de la peine de mort, eux, inévitablement, n'auraient pas manqué d'en tirer avantage, et l'abolition en serait rendue encore plus difficile. Et puis, pour ne pas le dire, l'idée que je puisse être le ministre d'une justice qui prononcerait des condamnations à mort m'était insupportable, et je m'en ouvris au président Mitterrand. Nous avions une session extraordinaire, mais je le dis, encore fallait-il, avant le terme de celle-ci, fixé au 1er octobre, obtenir un vote conforme au Sénat dès la première lecture. Mais comment y parvenir? Alors, du côté des sénateurs de gauche, je savais pouvoir compter sur un soutien sans faille. L'abolition de la peine de mort est depuis longtemps inscrite dans les programmes, et nombreux, et j'en vois ici certains, étaient parmi les sénateurs de gauche des militants de longue date de l'abolition.
Socialistes et communistes, ils réalisaient enfin le vœu de Jean Jaurès. Radicaux, celui de Clémenceau. Au sein des groupes centristes et de la droite sénatoriale, les opinions s'avéraient diverses, selon les convictions religieuses, philosophiques, voire judiciaires. Le président Poher, auquel j'avais rendu une visite de courtoisie, était demeuré impassible. En revanche, le président de la commission des lois, l'aimable Joseph Marinier, m'avait glissé en confidence: Monsieur le garde des Sceaux, ayez confiance. Je retins le propos. En vérité, la liberté de vote étant reconnue, le choix de chacun était affaire de conscience et non plus de politique. La commission des lois ne parvint à aucune conclusion au terme de ses travaux. Le Monde, d'ailleurs, titrait « Impasse au Sénat pour le projet sur la peine de mort ». Notre ami, le centriste Paul Giraud, invita donc en sa qualité de rapporteur les sénateurs à se déterminer comme des jurés d'assises, j'entends encore la formule, selon leur intime conviction. J'étais désireux d'aboutir. Je décidai donc de tempérer mon propos et de l'axer sur la dimension européenne de l'abolition, en rappelant que nous étions, pour notre humiliation, la dernière des grandes démocraties occidentales en Europe à recourir encore à la peine de mort. Et ce fut du ton le plus modéré, dû, je le confesse aujourd'hui, à la menace d'une extinction de voix, que je prononçais mon intervention. J'ai d'ailleurs le sentiment que l'on me savait gré dans l'hémicycle d'avoir ainsi maîtrisé ma fougue. Pendant les 2 jours de débat qui suivirent, je compris les charmes de la République parlementaire. Nul ne pouvait prévoir l'issue, c'était affaire de conscience. Et chacun des orateurs pensait légitimement pouvoir influencer le vote. À cette noble incertitude, je compris mieux l'attachement de grands hommes politiques. J'avais connu Pierre Mendès France, François Mitterrand, Carfor, d'autres encore à la République parlementaire de jadis. Lorsque l'habileté et l'éloquence pouvaient déterminer le résultat du scrutin. Enfin, le matin du 30 septembre, tout paraissait encore indécis, la partie se joua sur un amendement déposé par le président Edgar Faure et soutenu par Étienne Dailly, réduisant aux crimes les plus odieux le domaine de la peine de mort. Après une dernière passe d'armes, où j'avais retrouvé toute ma passion, l'on passa au scrutin public. L'amendement fut repoussé par 160 voix contre 126. Maurice Schumann, grand abolitionniste, m'avait fait savoir discrètement que si l'amendement était rejeté, la victoire était acquise. Et de fait, les choses allèrent ensuite très vite. La plupart des amendements furent retirés et à 12h50, le vote ultime intervint. Le projet
était adopté par le Sénat dans les mêmes termes que l'Assemblée nationale. Je regardais la place du sénateur Victor Hugo. L'abolition pure et simple de la peine de mort en France était acquise. C'est parce que ce vote du Sénat fut un vote des consciences des sénateurs que je souhaitais surtout que cette séance commémorative ait lieu. Parce qu'elle nous donne l'occasion de rappeler ici le souvenir de nos collègues qui ont voté dans le climat que j'évoque, l'abolition. À défaut de pouvoir les citer tous, j'en évoquerai certains qui, au sein des divers groupes, ont soutenu pendant des années avec éclat la cause de l'abolition. Et c'est avec un sentiment de nostalgie et de piété amicale que je rappelle leurs noms: Charles Lederman, le grand avocat communiste, notre ami le socialiste Michel Dreyfus-Schmitt, inlassable et toujours passionné quand il y allait des droits de l'homme, le centriste Marcel Rudloff, à la conscience inébranlable, et le gaulliste Boris Schumann, dont la voix de bronze résonne encore en nous. Les noms de ces sénateurs, de sensibilités politiques diverses, témoignent bien de ce que l'abolition voulue par François Mitterrand, auquel nous ne saurions rendre assez hommage à cet égard, l'abolition était une juste cause qui transcendait les appartenances politiques. Par le vote du Sénat, la loi d'abolition devenait un progrès de la conscience humaine plutôt qu'une victoire politique. Je dis parfois, en mesurant la puissance de l'instinct de mort chez les êtres humains, que l'abolition de la peine de mort demeure en définitive une des rares grandes victoires morales que l'humanité puisse remporter sur elle-même. Saluons les sénateurs de tous les groupes qui ont voté l'abolition le 30 septembre 1981. Et puis, il est bien aussi que pour l'honneur de la République française, il est bien de rappeler qu'un quart de siècle après l'abolition voulue par François Mitterrand, le président Jacques Chirac a demandé que l'abolition fût inscrite dans la Constitution. Nul ne peut être condamné à mort, énonce l'article 66.1 depuis le 23 février 2007. Mes collègues socialistes m'avaient fait l'honneur de me désigner pour intervenir devant le Congrès. À l'accueil quasi unanime et si chaleureux que suscita mon propos, j'appréciais le changement intervenu en France depuis 25 ans s'agissant de l'abolition, et non seulement dans les lois, mais ce qui est plus important encore, dans les esprits et les cœurs. Mes chers collègues, à nous retourner ainsi vers le passé, nous mesurons mieux les progrès immenses réalisés par la cause de l'abolition. La France, on l'a rappelé, était en 1981 le 35e État à abolir la peine de mort. Aujourd'hui, sur les 194 États que compte l'Organisation des Nations Unies, 138 sont abolitionnistes en droit ou en fait.
138. C'est dire que l'abolition est devenue majoritaire dans le monde. Sans doute, certains États, notamment la Chine, les États-Unis, les États islamistes intégristes, pratiquent encore la peine de mort. Mais à considérer le nombre d'instruments internationaux qui interdisent le recours à la peine de mort aux États signataires, les moratoires sur les exécutions qui sont demandées chaque année par une majorité plus importante aux Nations Unies, à lire les statuts fondateurs des juridictions pénales internationales qui connaissent des pires crimes, les crimes contre l'humanité, les génocides, à lire ces statuts qui, tous, écartent la peine de mort, on mesure que la marche vers l'abolition universelle s'avère irrésistible. Ma conviction est absolue. Comme la torture, dont elle est l'expression ultime, la peine de mort est vouée à disparaître de toutes les législations. Et les générations nouvelles verront un monde libéré de la peine de mort. Pour autant, nous ne devons pas relâcher nos efforts. Il suffit de voir ce qui a été évoqué et qui est advenu il y a quelques jours de cela dans l'État de Géorgie aux États-Unis, où Troy Davis a été exécuté après 22 ans passés dans les quartiers de la mort, alors qu'il n'existait aucune preuve matérielle et que 7 sur 9 des témoins s'étaient rétractés. À des milliers de kilomètres de là, nous assistions dans la République islamique d'Iran à la pendaison d'un garçon qui était mineur au moment du crime, contrairement aux conventions internationales souscrites par l'Iran. Et nous savons qu'en Chine, même si le nombre des exécutions a décru grâce à l'ardeur d'un mouvement abolitionniste nouveau, nous savons que c'est encore par milliers que l'on compte les exécutions. Alors notre devoir est tracé. Aussi longtemps que l'on pendra, que l'on fusillera, que l'on empoisonnera, que l'on décapitera dans le monde, nous devons combattre sous tous les cieux la peine de mort, cet archaïsme sanglant, ce châtiment cruel, inhumain, dégradant, comme l'a qualifié la Cour européenne des droits de l'homme. C'est au regard de cet enjeu majeur pour la conscience humaine que le vote du 30 septembre 1981 revêt toute sa dimension morale. Le Sénat, ce jour-là, a assumé la fonction qui, à mon sens, doit être celle de tout Parlement dans une démocratie, être le phare qui éclaire les voies de l'avenir et non pas le miroir qui reflète les passions de l'opinion publique. Monsieur le Président, mes chers collègues, grâce à vous, mon ultime propos à la tribune parlementaire aura été une parole d'espérance et de conviction. Le hasard ou le destin fait que j'achève mon intervention 30 ans, jour pour jour, heure pour heure,
Et presque minute pour minute, après le vote par le Sénat de l'abolition de la peine de mort en France, au soir de sa vie, Victor Hugo, sénateur inamovible, écrivait au bas d'une ultime proposition d'abolition: heureux celui dont on pourra dire, en s'en allant, il emporta avec lui la peine de mort. Mes chers collègues, de tout cœur, je vous remercie. La séance est maintenant levée, une séance assez exceptionnelle qui nous a rassemblés tous. Je vous remercie.